Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Louis-Samuel Pilser qui est l'auteur du livre Souveraineté économique, analyse et stratégie. Bonjour Monsieur Pilser. Bonjour. Alors Monsieur Pilser, vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes militant au Parti socialiste et vous êtes maître de conférence en économie à Sciences Po Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos activités ? Alors, professionnellement, je suis haut fonctionnaire, c'est-à-dire que je suis actuellement à la Cour des comptes. Je précise que tout ce que je vais vous dire n'engage pas la Cour des comptes, ne m'engage qu'à titre personnel. J'ai par ailleurs travaillé à la Direction générale des entreprises où j'étais en charge successivement de la protection des entreprises stratégiques. Donc, j'ai notamment administré le décret Montebourg qui permet de bloquer des rachats étrangers d'entreprises sensibles. Et ensuite, j'ai pendant un peu moins de 3 ans supervisé la politique de relocalisation de la production de médicaments en France. Donc, j'ai développé un plan permettant de relocaliser la production des médicaments et des principes actifs les plus stratégiques sur le sol national. En parallèle, j'ai écrit un ouvrage dont nous allons discuter et donc j'enseigne à Sciences Po un séminaire sur la souveraineté industrielle et les questions de politique industrielle. Alors au début de votre livre, vous dites que pour le général de Gaulle, il n'y a pas d'indépendance sans souveraineté économique. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est souveraine économiquement ? Oui, de Gaulle disait que sans souveraineté économique, il n'y a pas de souveraineté tout court. Donc en fait, ça illustre le fait qu'un pays qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas de base industrielle capable de fabriquer les biens et les services qui sont essentiels pour permettre à la nation de résister à des crises brutales. On pense au Covid avec les médicaments. On pense également en cas de rupture des chaînes de valeur avec des tensions notamment autour de la Chine ou autres, à des risques de rupture de stock de médicaments, de produits alimentaires, de produits stratégiques, d'énergie. On a vu cela avec la crise en Russie. Ça illustre le fait que l'industrie, la capacité d'une nation à avoir une base industrielle forte et capable de réaliser un certain nombre d'activités stratégiques, c'est essentiel pour être souverain tout court. Je parle dans le livre d'un épisode qui est, à mon sens, assez intéressant parce qu'il illustre l'importance de l'industrie par rapport à, enfin, disons dans une logique de rapport de force, y compris diplomatique. C'est un épisode qui s'est produit au début des années 2000. En fait, en 2003, quand Dominique de Villepin porte la position de la France au Conseil de sécurité pour s'opposer à l'opération militaire que les États-Unis souhaitent mener en Irak, quand Dominique de Villepin fait sa célèbre intervention, les États-Unis ont mis en place une politique de rétorsion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la France a décidé de ne pas suivre son allié américain dans une opération militaire en Irak, les États-Unis ont décidé de rompre toute relation militaire avec la France pendant plusieurs années. Donc en fait, à partir de 2003, les États-Unis arrêtent leur coopération militaire avec la France. Et donc, à l'époque, l'essentiel de notre fabrication de matériel militaire et de nos activités industrielles de la défense était lié à de la fabrication européenne. À l'époque, c'était 97% de fabrication européenne pour l'industrie de défense. Mais les 3% restants restaient critiques. C'est-à-dire que par exemple, le porte-avions Charles de Gaulle, qui est essentiel pour mener des opérations sur différents théâtres d'opération, ce porte-avions, quand nous l'avons fabriqué, il y a une pièce qui s'appelle le système de catapultage, qui a été acheté à un prestataire américain. Donc cette pièce, elle était fabriquée aux États-Unis, et donc pour l'entretenir, nous avions besoin de nos relations militaires, de notre coopération militaire avec les États-Unis. Et donc, celui qui était chef d'état-major des armées à l'époque, Henri Bentayga, raconte aujourd'hui que quand il a conseillé à Jacques Chirac de renouer des liens militaires avec les États-Unis en les soutenant dans d'autres opérations militaires, c'était aussi parce qu'il savait que si nous continuions avec ces tensions vis-à-vis de nos partenaires américains, nous risquions d'avoir un porte-avions immobilisé, donc d'être incapable de projeter nos forces armées sur une opération militaire. Donc en fait, sans avoir une base industrielle performante, sans avoir une base industrielle solide, on n'est pas souverain tout court. Donc dans une logique de dialogue entre les nations, avoir une industrie forte, c'est essentiel. Donc la souveraineté économique, c'est la capacité d'une nation
à produire l'ensemble des biens et services essentiels à la continuité de la vie de la nation en cas de crise brutale. Donc ça implique notamment de maîtriser un certain nombre de filières. On pense à l'énergie, on pense à la santé, on pense aussi à l'alimentation, un certain nombre d'activités sur lesquelles, si on n'est pas capable de s'approvisionner de façon fiable, et la fiabilité la plus, disons que le niveau de fiabilité le plus important, ça reste la production nationale aujourd'hui. Si on n'est pas capable d'avoir un approvisionnement fiable sur certains biens et services, on n'est pas souverain. Et ça nous affaiblit dans les logiques de rapport de force avec nos partenaires. Donc on l'a vu au moment du Covid, quand on a eu une fermeture des frontières parce que l'ensemble de l'essentiel du monde était confiné, quand la Chine, l'Inde ont cessé de nous approvisionner en principe actif, on s'est retrouvé en rupture de stock sur un certain nombre sur la quasi-totalité de nos médicaments. Donc par exemple, les services d'anesthésie-réanimation qui étaient saturés à l'époque n'arrivaient pas à s'approvisionner en anesthésiants, en médicaments critiques pour l'anesthésie-réanimation. Donc on voit que le fait de ne pas fabriquer localement en France ou en Europe auprès de partenaires fiables certains médicaments, certains produits critiques, ça nous affaiblit et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves également pour la vie des Français. Mais au-delà des questions purement stratégiques, la France, elle s'est de manière générale désindustrialisée. Vous en parlez aussi dans votre livre. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a connu cette désindustrialisation ? En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie, de réindustrialisation. C'est en top priorité de tous les programmes politiques. En fait, c'est un problème qui remonte. C'est-à-dire que la désindustrialisation de la France, elle date pas d'il y a 10 ans. Elle date d'il y a 50 ans. En fait, l'industrie, elle commence à décliner à partir des années 70 en France. Et dans une moindre mesure dans l'ensemble du monde. Il y a 50 ans, dans les années 70, la part de l'industrie dans le PIB, c'est de l'ordre de 30%. Aujourd'hui, c'est 15%. Et quand on regarde au niveau européen, on est le pays d'Europe qui est le plus désindustrialisé. On a le poids de l'industrie dans le PIB le plus faible d'Europe, juste après Malte, Chypre et la Grèce. Donc en gros, si on prend toutes les économies, les grandes économies diversifiées européennes, on est les derniers. Donc c'est vraiment une spécificité française, dans la mesure où notre industrie, elle s'est effondrée de façon beaucoup plus significative que des pays voisins comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. On est vraiment le pays dont l'industrie s'est le plus effondrée sur cette période. La première, il y a un certain nombre de causes qui ont conduit à cet effondrement industriel. La première cause, c'est la vague de délocalisation qui a été menée par nos grandes entreprises. En fait, quand on regarde le poids des délocalisations dans l'emploi, si on regarde l'ensemble des multinationales françaises et qu'on compte le nombre de salariés qu'elles emploient à l'étranger, on arrive à un ratio de l'ordre de 40-50%. Donc on est sur un niveau très élevé, c'est-à-dire que quand vous prenez 2 salariés en France, vous avez un salarié d'un groupe français, un Renault, un Peugeot, etc., à l'étranger. Donc le poids l'emploi délocalisé a un poids extrêmement élevé en France. Quand on regarde des pays européens comparables, en Allemagne, c'est la moitié, c'est 20%. En Italie, en Espagne, c'est le tiers ou le quart. Donc on a vraiment une spécificité française qui est que nos grandes entreprises ont choisi de délocaliser au moment où tous nos voisins ont choisi de protéger leur industrie et de maintenir une fabrication allemande, italienne, espagnole. Donc c'est, je pense, la première des raisons. Ensuite, il y a d'autres raisons qui sont plus transverses, qui touchent aussi nos partenaires, notamment la crise énergétique qui a affecté l'ensemble de l'Europe et du monde. En fait, à partir des années 70, entre 70 et 81, on a une multiplication d'à peu près par 20 du prix du pétrole. C'était $2 le baril en 70, c'est $40 en 81. Donc vous voyez, quand la plupart des industries à l'époque tournaient au pétrole, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'un certain nombre de décideurs étaient aussi inquiets il y a 2 ans, aujourd'hui c'est le gaz, qui est un peu l'équivalent. À l'époque, l'ensemble des processus énergo-intensifs, les activités industrielles reposaient énormément sur des produits pétroliers. Et donc en fait, dans votre structure de coûts, ça a un impact extrêmement direct. C'est-à-dire que quand on regarde le taux de marge des entreprises françaises sur la période, sur ces 10 ans, on a perdu 20% de taux de marge. Donc en fait, les entreprises, il y a deux facteurs. Certaines entreprises ont fermé, c'est-à-dire que le poids des coûts pétroliers dans leur structure d'activité était si important qu'elles ont dû arrêter. D'autres ont dû optimiser leur structure de coûts. Et si je traduis ça en langage commun, c'est-à-dire qu'elles ont déplacé leurs usines de France, où le coût des salaires était un peu plus important, vers, à l'époque, l'Afrique du Nord, aujourd'hui l'Asie. Donc en fait, on a eu une vague de délocalisation qui a été engendrée par cette augmentation
des coûts pétroliers. La question maintenant, c'est pourquoi, alors que cette augmentation du coût du pétrole et du coût de l'énergie a touché tout le monde, pourquoi seule la France s'est désindustrialisée? Alors que le poids de l'industrie dans le PIB, il a diminué dans d'autres pays, mais pas dans des proportions aussi importantes que nous. Et par ailleurs, au-delà du poids de l'industrie dans le PIB, on a une structure économique qui aujourd'hui, on fait des déficits commerciaux, cette année, on fait 20 ans de déficits commerciaux. C'est-à-dire que la dernière année où on a connu un excédent, c'est 2003. Donc en fait, ça fait 20 ans que la France importe plus qu'elle n'exporte, alors que tous nos partenaires ont des excédents commerciaux. Donc on a vraiment une situation spécifique en Europe. C'est valable même dans l'agriculture, d'ailleurs. C'est nouveau, ça, pour le coup. Oui, en fait, la France a... Enfin, disons que l'effondrement industriel et économique de la France, il se traduit par des déficits commerciaux. Et en fait, quand on réalise des déficits commerciaux, je pense que c'est important de l'avoir en tête aussi, mais ça se traduit aussi par un appauvrissement de la nation. C'est-à-dire qu'un pays qui connaît des déficits commerciaux, c'est aussi un pays qui s'endette par rapport au reste du monde, ce qu'on appelle les déficits jumeaux. Si vous avez un déficit commercial, vous avez souvent un déficit public. Donc en fait, quand on parle de redresser les comptes de la nation, le premier enjeu, c'est de redresser les comptes du commerce de la France vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire recommencer à exporter et importer beaucoup moins. Alors, vous avez parlé des délocalisations en Afrique du Nord et en Asie, mais la plupart des délocalisations françaises, elles se font au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron qui parle souvent de souveraineté européenne. Est-ce que cette souveraineté européenne, elle peut coexister avec la souveraineté nationale française? Alors c'est une très bonne question sur laquelle je pense qu'il faut avoir une vision un peu nuancée. C'est-à-dire que l'Europe, sur certaines industries, en fait, elle est indispensable. Parce que, par exemple, dans mon livre, je parle un peu du spatial. Le spatial, c'est une industrie sur laquelle, si on ne coopère pas avec l'Allemagne, l'Italie, etc., on peut pas, c'est pas la France qui va envoyer les fusées toute seule. Ça coûte extrêmement cher. Et quand on compare même les lancements réalisés au niveau européen avec les moyens que mettent les États-Unis, 2022, c'est environ 70 lancements. En France, c'est 5. Enfin, en Europe, pardon. Donc, en fait, on a une vraie divergence en termes de nombre de lancements qui montre que même au niveau européen, même en mettant nos moyens en commun, on n'est pas capable de faire face à ce que font les Américains. Donc, en fait, dans la mesure où même, si on prend le spatial, dans la mesure où il faudrait décupler les moyens qu'on met sur ce domaine et les lancements pour avoir une industrie performante, être capable d'envoyer nos propres fusées et d'être compétitifs par rapport à celles que les Américains, les Russes et les Chinois font décoller. Dans la mesure où il faudrait mettre beaucoup plus de moyens, même au niveau européen, je pense que c'est irréaliste de considérer qu'on pourrait, travailler tout seul. Et lancer des fusées, commander nos médicaments sans parler avec nos partenaires qui ont parfois des intérêts alignés avec les nôtres. Ça, disons que la situation du spatial, elle s'applique aussi à d'autres industries. Par exemple, sur le médicament, moi, j'ai été en charge de la relocalisation des médicaments en France. Quand on regarde le modèle économique pour relocaliser la production d'un anesthésiant, en fait, c'est des tout petits marchés. Donc, c'est des produits extrêmement critiques parce que quand on n'en a plus, les gens meurent très concrètement. Mais c'est des tout petits marchés. Donc, en fait, l'investissement à réaliser pour fabriquer, par exemple, on a relocalisé Cisatracurium ou Propofol, l'investissement à réaliser, il ne se rentabilise que si vous exportez. Donc, en fait, si on n'est pas capable d'offrir à nos entreprises des débouchés au niveau européen, on ne sera pas capable de fabriquer ces produits parce qu'on ne pourra pas remplir les carnets de commandes. Donc, je pense que sur la santé, c'est nécessaire de coopérer. Sur le spatial, c'est nécessaire de coopérer. Ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir une vision partenariale, c'est-à-dire que l'Europe, c'est des États membres qui ont des intérêts divergents. L'Allemagne, par exemple, a des intérêts qui sont liés à ses exportations de voitures en Chine aux États-Unis que la France n'a pas. Les Pays-Bas ont des intérêts liés aux importations qui se traduisent par des droits de douane qui sont encaissés par les Pays-Bas. Enfin, donc on voit qu'en fait les intérêts des nations européennes sont divergents au-delà de l'idéologie. Et quand on parle avec l'Allemagne d'engager un rapport de force avec la Chine, et d'ailleurs on l'a vu il y a quelques jours sur le sujet des tarifs douaniers qu'on appliquerait aux véhicules et aux importations de véhicules électriques chinois, l'Allemagne est très frileuse quand il s'agit d'engager des rapports de force avec la Chine, parce que rapport de force avec la Chine, ça peut se traduire par des rétorsions sur les importations chinoises de véhicules allemands. C'est un sujet que la France a dans une moindre mesure, mais donc on voit que les intérêts des pays européens ne sont pas les mêmes. Et donc, coopérer, oui,
mais coopérer de façon raisonnée, en soyant conscient des rapports de force et des intérêts des parties prenantes. Donc je pense que sur un certain nombre d'industries, la relocalisation, la réindustrialisation ne se fera pas sans l'Europe. C'est le cas sur la santé, c'est le cas sur le spatial, c'est le cas sur les batteries, c'est le cas sur un certain nombre de domaines sur lesquels, sans avoir un marché européen sur lequel on met en place des mesures protectionnistes pour flécher notre demande vers la fabrication européenne, on ne pourra rien faire. Ensuite, il faut être conscient du fait que le dernier, enfin disons que le degré ultime de souveraineté et de maîtrise de notre destin, c'est quand même la fabrication française. Si on fabrique des masques en Hongrie, en cas de crise Covid, on n'est pas sûr d'avoir des approvisionnements. Donc je pense que c'est important d'avoir de la fabrication française, mais on peut concéder le fait de ne pas fabriquer certains biens parce que d'autres souhaitent les rapatrier dans une logique aussi partenariale et avec un pacte très clair avec nos partenaires européens. Vous avez montré à quel point c'est important cette souveraineté économique et politique, ça va avec, si on reprend De Gaulle. Mais comment la souveraineté économique se traduit dans un programme du Parti socialiste, vous qui êtes militant pour ce parti? Alors au-delà du Parti socialiste, parce que je suis militant au Parti socialiste depuis longtemps, en fait pour revenir également sur le volet militant de mon parcours, j'ai fait partie de l'équipe d'Arnaud Montebourg pendant la campagne présidentielle de 2022. Je suis militant socialiste depuis longtemps, j'ai été candidat à plusieurs élections, notamment cantonales, régionales, etc. Et j'ai toujours ma carte au parti, je contribue sur le volet programmatique et militant, mais disons que je pense que les plateformes, les programmes, les idées, aujourd'hui, transcendent les partis parce que la nécessité de construire un programme de gouvernement cohérent, elle s'applique au Parti socialiste comme aux autres forces de gauche. Le problème, en fait, c'est qu'à gauche, depuis 25 ans, on a un peu abandonné la question de la production. C'est-à-dire qu'on a historiquement, la gauche c'est quand même construite autour de questions relatives au rapport de production, rapport de propriété. C'est-à-dire que la doctrine économique de la gauche, quand même, en 81, disons que le cœur du programme économique de la gauche, ce sont les nationalisations. Depuis, avec également la diffusion de l'idéologie néolibérale qui est, je pense, de moins en moins présente parmi les décideurs politiques de gauche, mais qui, infuse quand même les idées et qui explique un certain nombre de renoncements également parmi les décideurs du Parti socialiste et des autres forces politiques. Le développement de cette idéologie néolibérale a conduit la gauche à abandonner la question de la production et de l'industrie au profit d'une politique visant essentiellement à redistribuer et sans se poser la question ni de la production de richesse et en adoptant une politique globalement de droite sur ces questions, ni des rapports de production. Notamment, je pense qu'on peut être relativement déçu de ce qui a été fait pendant le mandat Hollande sur la question de l'implication des salariés dans les conseils d'administration. On a renforcé la présence des salariés dans les conseils d'administration, mais on n'a pas construit une politique qui permet aux forces syndicales et aux travailleurs de peser dans le rapport de force avec le patronat et l'actionnariat des entreprises. En Allemagne, depuis les années 70, dans toute entreprise de 2000 salariés, il est nécessaire d'avoir 50% de salariés, de représentants des salariés, du personnel, au conseil d'administration. Quand on a 50% des sièges qui sont remplis par des représentants du personnel, là c'est un vrai rapport de force. Quand on a deux personnes, disons que c'est au mieux de la prise d'information, au pire du strapontin. Donc je pense que cette question des rapports de production, elle doit être la gauche doit se la réapproprier. Et je pense que je pense qu'il y a deux volets. Le premier, c'est que la question le sujet de la réindustrialisation doit faire l'objet de propositions ambitieuses de la gauche et du Parti socialiste en particulier, par le biais d'une réflexion un peu plus approfondie sur ces sujets. J'ai été assez déçu dans le cadre du programme du Nouveau Front Populaire que j'ai soutenu à l'époque, mais de voir que la partie qui est relative à l'industrie se limitait à quelques phrases. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision sur ces sujets, et une vision différente de celle du macronisme et de la droite.
il y a une part de ce qu'il faut faire qui fait l'objet d'un consensus, à mon avis, transpartisan. C'est-à-dire que le fait de rapatrier la production de médicaments, de rapatrier la production de batteries, de rapatrier un certain nombre d'industries en France, c'est de l'intérêt général, c'est l'intérêt de la France. Et je pense que la gauche doit avoir une vision technique sur ce qu'il faudrait faire si on arrive aux responsabilités, mais ça peut faire l'objet d'une politique relativement consensuelle et qui permet d'avoir de la continuité également vis-à-vis des alternances. Mais il faut aussi qu'on développe une vision propre, notamment avec une proposition assez ambitieuse sur la question de l'implication des salariés dans la gouvernance. Ce sont également des politiques qui pourraient être, être partagées par une partie de la droite, puisque c'est aussi l'héritage gaulliste, la participation et l'intéressement des salariés aux prises de décision des groupes. Mais je pense que ça doit faire l'objet d'une proposition assez ambitieuse de la gauche pour permettre de rééquilibrer les rapports de force. Parce que quand on a parlé des délocalisations, une des raisons pour lesquelles l'Allemagne ne s'est pas désindustrialisée, c'est aussi parce que les salariés sont au conseil d'administration, sont dans toutes les instances de gouvernance, et donc connaissent la réalité de l'entreprise et peuvent s'opposer à des politiques qui visent à fermer des sites de production en Allemagne pour les mettre en Pologne ou en Chine. Donc ça, on ne l'a pas en France. Et je pense que c'est aussi pour ça que notre industrie est aussi précaire. Si on avait une meilleure implication des salariés, les intérêts de la France, les intérêts aussi de notre souveraineté seraient beaucoup mieux défendus dans les conseils d'administration. Alors, si je vous écoute bien, vous semblez dire que cette question n'est pas suffisamment traitée à gauche à l'heure actuelle. Nous, chez Gavroche, c'est un constat que nous faisons aussi. C'est justement pour ça que Gavroche a été créé, pour pouvoir parler, entre autres, de ces sujets-là. À votre avis, pourquoi est-ce que cette question, elle n'est pas suffisamment traitée à gauche à l'heure actuelle? Parce que je pense que le problème principal... Alors, Montebourg parlait du fait que les hauts fonctionnaires français et une partie des décideurs politiques avaient ce qu'il appelle la bruxellose. En fait, aujourd'hui, on est dans un cadre européen, qui est celui du marché commun, qui impose un certain nombre de réglementations, notamment vis-à-vis des aides d'État, et vis-à-vis de ce que les États-nations peuvent faire sur les questions économiques, pour ne pas distordre la concurrence vis-à-vis de ce que peuvent faire les Allemands pour leurs entreprises, etc. Donc ce cadre, il existe. Je pense qu'on est extrêmement frileux, à gauche et pas que. Mais je pense qu'à gauche, on s'est mis en tête que les questions économique et de politique industrielle, aujourd'hui, c'était plus du ressort, enfin et qu'il n'était plus possible de faire quoi que ce soit. Donc je pense qu'on doit se sortir cette idée de la tête, on doit se réapproprier la question de la reconstruction industrielle de la France. Donc c'est nécessaire qu'on développe une vision cohérente de ce qu'on pourrait faire et qu'on se sorte de ce logiciel dans lequel rien n'est possible parce qu'il y a l'Europe. En fait, le cadre européen, il existe, mais au sein de ce cadre européen, la France en fait peu. Notamment, quand on regarde les aides d'État, l'Allemagne fait beaucoup plus d'aides d'État que la France, alors que les règles sont les mêmes. Donc je pense que mieux exploiter le cadre européen, rentrer au rapport de force avec Bruxelles quand c'est nécessaire, c'est indispensable si on souhaite reconquérir la souveraineté de la France. Il faut que la gauche ait cette ambition et il faut qu'elle construise une vision à la fois sérieuse mais également ambitieuse pour engager une vraie politique de réindustrialisation. Eh bien, merci beaucoup, Louis-Samuel Pilser. Vous pouvez retrouver son livre « Souveraineté économique, analyse et stratégie » aux éditions Economica. Merci beaucoup, soyez Gavroche. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dériver.